La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Fréquence Actu. Politique avec décret portant statut de l'opposition, puisque en Conseil des ministres, Faure Gnassingbé et les membres du gouvernement ont pris un décret relevant les avantages et les obligations du chef de file de l'opposition. Imaginez un opposant qui rentre dans les travers et qui dit qu'il propose une alternative crédible. Non, ça ne passe pas. Et donc, pour l'amour de la République que nous-mêmes nous avons choisi, nous devons respecter le protocole d'État. Quel est cet opposant-là qui ne respecte pas les institutions de la République et appelle à voter pour lui pour que lui vienne redorer les blasons de cette institution? Non! L'homme est au cœur de tout projet de développement. Jacques Baudin l'a dit, il y a de richesses sur la terre que d'hommes. L'or, le pétrole ne sont pas des richesses tant qu'il n'y a pas les hommes pour les transformer. Donc quand vous faites des réformes qui mettent les gens sur les carreaux, c'est-à-dire que vous allez dans une ville comme, je ne sais pas, à Zaou, je ne sais pas, ou Kévu, ou quelque part comme ça, vous mettez toute une ville dehors et les gens sont contents de venir défendre ça sur des radios en disant oui, c'est des réformes pour assainir le secteur. Mais vous ne pouvez pas, dans ce projet d'assainissement, faire la part belle à de grandes maisons de transit, derrière qui il y a certainement des barons, et mettre tous ces jeunes-là qui sont sur le carreau, 8000 personnes, ou peut-être même plus. Fabrice, quelle est votre analyse sur ce sujet? Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement, ou du moins les autorités portières, sont un peu rattrapées par un désordre qu'ils avaient cautionné au départ. Parce que d'abord, c'est pour cela, moi j'ai toujours posé la question, pourquoi on les appelle les transitaires non agréés? Des douleurs à l'estomac, douleurs abdominales, le mal de dos, de poitrine, les maux de tête, ça aussi c'est de l'insuffisance de circulation, tout ça. Il n'y a pas un seul que vous venez de citer qui n'est pas d'origine circulatoire. Je vais vous donner un exemple simple, vous allez comprendre. Beaucoup qui ont mal au dos vont voir soit un rhumatologue ou un neurologue. Oui. Et le réflexe, c'est quoi? On se presse à faire de nos jouets de médecins, c'est-à-dire la radiologie, le scanner et autres, pour montrer que l'os est rongé. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure que quand vous voyez l'os rongé, ça ne veut en rien dire que c'est l'os qui est malade. Comment comprendre ça? Retrouvez du lundi au vendredi sur Radio Fréquence 1 les journalistes dans Fréquence Actu. Analyse et commentaires de l'actualité nationale et internationale, c'est bien sûr dans Fréquence Actu, l'autre match de la presse. Fréquence Actu, c'est un autre rendez-vous sur l'info. Fréquence Actu, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. Avec nous, soyez au grand rendez-vous à chaque heure. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Bienvenue, Fréquence Actu de ce lundi 20 juin 2016. Ce sera avec Jacques Djakouti, éditorialiste, Michel Tchadia du journal Ouara Les Vainqueurs, il va nous rejoindre, Ildefonse Akpaki, la Gazette du Togo, et Marc Abouflan, élite d'Afrique.com. C'est avec donc eux que nous analyserons l'actualité
politique de notre pays. Vous comprenez que nous reviendrons sur l'éternel sujet des réformes politiques qui polarisent toutes les attentions, de la déclaration de Florent Maganawe à la rencontre de réflexion du H-Crune. Faure Gnassingbé a donné je veux dire, son avis au détour de sa visite allemande. Il abandonne la piste de dialogue avec l'opposition et se fie carrément aux intellectuels et universitaires. Nous parlerons aussi de notre système de santé avec la dernière sortie du directeur général du CHU, Sylvanus Olympio. Pour lui, le problème aussi du CHU, ce sont les agents et les professeurs responsables des différents services. On évoquera aussi d'autres sujets tels que développés par les parutions du jour, la crise au comité d'action pour le renouveau CAR qui prend une nouvelle tournure et aussi l'interpellation du ministre Nissa Ognonfam au sujet de la fameuse route Lomé-Vaughan-Enfouin. Bienvenue. Retour en studio. D'abord, une des journaux parus ce matin. Pour l'instant, nous n'avons que 2 journaux. Il y a le confrère Liberté qui est dans les kiosques, le quotidien Liberté, qui revient sur la crise au CAR. La manipulation d'Agboïbo continue, s'exclame notre confrère. Des présidents de fédérations, Somme d'Odjiapé vont d'organiser un congrès extraordinaire. Et cette précision du confrère Liberté, une réunion hier à Vaughan tourne à l'affrontement. Jean Kissi sauvé de justesse d'un lynchage, ajoute donc le confrère. Vous lirez tout cela aux pages 3 et 4 du quotidien Liberté. L'impossible réfection de la route Lomé-Vaughan-Enfouin quand le ministre Gnonfam se mue aussi en directeur financier de l'entreprise SECO, écrit le journal. Mise en œuvre des réformes, les populations de Tchévier ralliées à la mobilisation, l'ANC qui était dans le coin ce week-end. Et puis un grand reportage que nous propose notre confrère Liberté sur Agbodrafo. Agbodrafo, une ville historique sans marché ni cimetière, écrit le quotidien Liberté donc. Le billet hebdomadaire de l'économie Golf Info qui est aussi dans les kiosques ce matin, le confrère revient sur la politique des grands travaux, les scandales s'accumulent, écrit notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Projet de développement à la base, 240 micro-projets pour 2015-2016. Gestion des services publics, promouvoir la bonne gestion des hôpitaux publics. Le journal fait allusion à la dernière sortie du ministre Moustapha Midiawa, c'était vendredi, devant les députés. Remontée des cours du pétrole pour Golden Sachs, le récent rebond des prix du pétrole reste fragile. Et puis développement régional, la BOAD lève 750 millions de dollars sur le marché financier international. Tous ces sujets à lire dans le billet hebdomadaire de l'économie Golf Info. Retour en studio avec mes confrères Jacques Diakouti. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, auditrices. Vous avez passé un bon week-end forcément. Très bien. Parfait. Bonjour Idelphonse Akbaki. Bonjour Eric. Vous prenez le micro sans problème. Très bien. Bonjour Eric. Vous êtes à l'aise?
Oui. Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Ildefonse Akpaki, la Gazette du Togo. Bonjour Marc Aboflan. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Actu. Notre jeune frère de eliteafrique.com avec nous ce matin. On attend l'arrivée de Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs. On va démarrer par un mot sur le sport, le football avec, vous savez, le 8 juin dernier, l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, des Aigles du Mali et de Super Eagles du Nigeria, Stephen Keshi, a rendu l'âme. Un hommage lui a été rendu hier au stade municipal de Lomé par l'Association des journalistes sportifs du Togo, une organisation de la GST, naturellement en relation avec le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football. Avant de venir sur le sujet, je nous propose d'écouter le président de la GST, Aimé Ekpe. Mais je crois que c'est une satisfaction pour la GST, l'Association des journalistes sportifs du Togo. L'idée est venue comme ça très rapidement et donc nous avons voulu donc marquer cet événement en organisant donc ce match en mémoire donc à Stephen Keshi qui a disparu d'une manière tragique naturellement. Et bien voilà, je crois que c'est une réussite. L'essentiel est fait. On a pu réunir donc tout un monde autour de ce ballon pour essayer donc de nous rappeler et de nous remémorer donc Stephen Keshi. Je crois que l'important c'est ça, c'est ce qu'on peut garder de cette journée. Vous savez ce qu'il a été donc pour le Togo. Il a commencé au Togo pour être entraîneur et il a été l'artisan de la qualification du Togo pour le mondial en 2006. Je crois que c'était important. Ça lui a ouvert également la voie pour démontrer tout son savoir-faire en la matière, à savoir donc qu'il est allé au Mali après le Nigeria et qui lui a permis de remporter d'ailleurs la CAN en 2013. Et je crois que c'est important que nous lui rendions cet hommage-là pour que son nom ne disparaisse pas. Voilà, Aimé Ekpe, le président de l'Association des journalistes sportifs du Togo, hier à l'issue de la rencontre de gala organisée entre l'équipe Keshi et les éperviers. La vieille garde contre donc la nouvelle garde. Un match qui se soldait par un score de 6-2 pour donc les jeunes gardes, on va le dire ainsi. Alors, une autre interview, celle du capitaine des éperviers qui était aussi l'un des capitaines de Stephen Keshi, Chi Adebayor. C'est dur, hein. Moi j'ai connu Keshi très très jeune. Et pour moi c'était un grand frère. On a beaucoup de projets. On a essayé de travailler ensemble. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments très difficiles. Mais bon, c'est quelqu'un que je pense qu'après la CAN 2006, on est resté on est rentré en contact et voilà. Pour moi, il m'a beaucoup aidé. Il m'a toujours parlé, il a toujours voulu que j'aille vers l'avant. Donc aujourd'hui pour moi c'est très 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 difficile de me lever et de me dire que Keshi n'est plus là. Ce qui est important c'est que Keshi repose en paix. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé le football. En 2005 quand j'ai perdu mon père, il a été là pour moi, il m'a encouragé. Il m'a parlé comme un père, donc voilà. Aujourd'hui le but, marquer ou pas marquer, c'est pas important. Ce qui est important c'est que je tiens à présenter toutes mes sincères condoléances à toute sa famille, en sachant très bien que c'est très difficile. On va essayer de rentrer en contact avec la famille et voir comment on peut rester en contact avec sa famille parce qu'aujourd'hui il fait partie de ma famille, il était venu chez moi, père à son âme, il connaissait mon père, il connaissait toute ma famille, donc aujourd'hui il n'est plus là. On va essayer de voir comment on peut l'aider, on peut faire les efforts pour pouvoir, je sais pas moi, arranger plus ou moins son arrière parce que ça va être très important pour sa famille et pour ses enfants. Chez Emmanuel Adebayor, après la rencontre entre Team Keshi et les éperviers. Jacques Dakouti, Stephen Keshi, le Togolais, s'est plus à présenter au Togolais. Hier, la GSC a eu l'idée de célébrer sa mémoire. Vous savez, j'ai eu un peu la chance de partager l'obédience religieux avec Keshi. Je crois que c'était un homme tellement qui était attaché beaucoup à Dieu. Les dimanches, il allait tout le temps à l'église. C'est le lieu de reconnaître vraiment un homme qui aimait quand même le Togo, malgré les soubresauts qu'il avait eu avec la fédération, mais le gars était toujours attaché, il avait toujours son amour pour le pays. Et ce qui m'a marqué toujours concernant Keshi, suite à son décès, nous avons vu comment
à l'unanimité dans le monde entier, comment les hommages sont venus de partout le monde pour rendre vraiment cet hommage à Keshi. Il faut reconnaître que vraiment c'était un homme aimé par tout le monde. C'est pour une première fois que j'ai vu que en Afrique un homme décède et que parmi les hommages rendus à cet homme, vous ne voyez pas quand même des écueils où on dit il a été ci, il a été ça, mais vraiment les gens ont vraiment beaucoup aimé Keshi. Et c'est le lieu de féliciter également la GST pour ce match qu'ils ont organisé en mémoire de Keshi. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et ce qui est important maintenant, comme le capitaine Adebayo le disait à l'instant, c'est de pouvoir maintenant supporter ce qui reste, c'est-à-dire les enfants et la femme. Il ne faut pas seulement que Cet les homme est hommages... décédé juste après, on a dit Je que... parle des oui. enfants, justement, autant pour moi les enfants. Il est important maintenant, l'hommage rendu au stade, que cela ne s'arrête pas là-bas, mais que moi je voudrais même peut-être que la GST pouvait aller loin en disant que nous organisons cela pour une quête, pour soutenir la famille. Je crois qu'ils pouvaient aussi ajouter ça. Je crois que les Togolais allaient beaucoup participer, parce que Keshi en a fait beaucoup. Keshi a qualifié notre équipe pour la Coupe du Monde. Je crois que c'était vraiment le moment idéal que chaque Togolais puisse participer, ne serait-ce que 5 francs, 1000 francs, qu'on puisse vraiment, à travers ce geste de la GST, qu'on puisse convoyer effectivement ces sous-là pour soutenir effectivement les enfants que Keshi a laissés. La femme est décédée, il est parti aussi. Donc ça sera vraiment un coup dur pour les enfants. Je crois que Togolais que nous sommes, je crois qu'on peut faire mieux. J'espère que la Fédération togolaise de football pourra réfléchir à cette hypothèse-là pour voir comment nous tous, en tant que Togolais, nous pouvons participer à soutenir la famille, surtout les enfants de Keshi. Ildefonse Akwaki. Oui, en tant que chrétien d'abord, je prie le Père de la vie de recevoir son âme dans le bonheur éternel. Je sais, je n'ai pas eu le temps, étant donné que je ne suis pas sportif, je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de le côtoyer, de frotter. Mais j'ai pu remarquer à travers les réseaux sociaux que l'homme a imprimé une tache indélébile sur son passage terrestre. J'ai vu, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, les hommages qui fusaient de partout sur les réseaux sociaux. Et en tant que Togolais, j'ai vu qu'il a réussi en 2006 à aider l'équipe nationale togolaise à accéder au mondial. Je crois que tout cela est resté dans son palmarès terrestre. Et comme le dit l'adage, vos œuvres vous suivront. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Bon, reste à vérifier tout ça quand même. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà revenu de l'autre côté pour nous dire que les œuvres qu'il avait accomplies l'ont suivi véritablement. Marc Aboflan, suivre l'hommage rendu à Stéphane Keshi. Me joindre à mes confrères pour rendre un hommage mérité à l'homme parce que, vous savez, moi, j'étais encore très très jeune, cette qualification-là. Je me rappelle comment ça nous a fait courir. Toute l'émotion que Keshi nous avait donnée à l'époque, cette qualification historique du Togo au mondial de 2006. Donc, me joindre à mes confrères pour trouver, j'ai quand même trouvé l'idée intéressante de rendre un hommage à l'homme. Il est vrai que ces poulains ont pris un peu du vieux, quand vous voyez le match d'hier. Mais c'était quand même important. Oui, c'est pas ça qui était important quand même, de jouer en sa mémoire. Voilà, de jouer en sa mémoire. Et donc je trouve que c'était important de rendre quand même cet hommage à l'homme. On peut peut-être trouver d'autres pistes. Pourquoi pas rebaptiser un stade national aux normes CAF, par exemple, en son nom. Pourquoi pas même rebaptiser une avenue ou un boulevard en l'hommage de l'homme et de tout ce qu'il a fait à un moment donné pour le Togo. C'est vrai que Stéphane Keshi a apporté beaucoup de choses à la nation togolaise et comme vous l'avez dit, on a une pensée précieuse pour ses enfants, sa famille entière, ses enfants qui sont déjà au Nigeria pour organiser avec le gouvernement nigérian les obsèques de Stéphane Keshi. On aura forcément l'occasion, lorsque nous connaîtrons la date, de revenir véritablement sur l'homme et tout ce qu'il a fait. Ildefonse évoquait tout à l'heure son parcours terrestre qui a été quand même empreint d'un encre indélébile. On va maintenant parler d'un autre sujet et nous allons parler de la crise qui secoue aujourd'hui le comité d'action pour le renouveau, car depuis novembre 2015, donc à peu près 7 ou 8 mois,
Le parti que dirige Maître Dodi à Pévon traverse une grave crise. Et depuis lors, beaucoup de personnes ont été indexées d'être à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. La presse a cité notamment le cas de l'ancien président, et donc président d'honneur aujourd'hui, Maître Yaovi Agbouibon, d'être l'élément catalyseur ou d'être derrière tout ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux? Pour l'instant, difficile de le dire avec précision. C'est vrai qu'il y a certains journaux qui en ont parlé abondamment. Mais, sauf que, je veux dire, samedi dernier, à Lomé, sur les 36 fédérations qui composent donc le parti CAR, 33 se sont réunis pour demander à Maître Dodi, à Pévon, d'organiser le congrès extraordinaire. Ce matin, le confrère Liberté est aussi revenu sur le sujet. Je nous propose d'abord d'écouter la déclaration de ces confédérations. Monsieur le Président national, à la suite des appels que nous, les responsables fédéraux, avons lancés à votre adresse pour un dénouement urgent de la crise et la reprise des activités du parti, vous nous aviez avisé que vous alliez organiser des réunions dans nos fédérations dans le cadre d'une tournée nationale pour dire aux militants votre part de vérité sur la crise. Ces réunions ont plutôt révélé vos intentions cachées. Partout où elles ont eu lieu, il a été annoncé par vous-même ou par vos représentants que vous alliez bientôt quitter le CAR pour créer votre propre parti. Et à l'occasion de chaque réunion, nous nous sommes rendus compte que l'objectif visé à travers l'établissement des listes de présence, c'était pour débaucher les militants du CAR pour votre parti en création. Mais depuis que la nouvelle est tombée, que le processus de réforme institutionnelle et constitutionnelle va bientôt s'ouvrir, nous avons appris que vous avez décidé de reporter à plus tard le projet de création de votre parti. Le but de la décision de report de la création de votre parti est clair. Il s'agit d'empêcher notre parti, le CAR, de prendre part au processus de discussion relative aux réformes. Et cela ne fait que confirmer les propos attendus dès les premières semaines de la crise. Si jamais vous devez être remplacé à sa tête, le parti sera détruit et votre successeur n'en trouvera même pas la coquille vide. C'est pourquoi, réunis ce 18 juin 2016 au niveau national, dans le but d'échanger sur la façon de vous amener à sortir de votre mépris à notre égard, prenant à témoin l'opinion publique, les vice-présidents, les membres du comité directeur et les militantes et militants de base de nos fédérations, nous vous demandons avec tout le respect dû à la fonction que vous incarnez au sein du parti, de bien vouloir convoquer le parti à se réunir en session extraordinaire dans le délai statutaire d'un mois en vue de mettre fin à la crise. Voilà, ça c'est la voix du responsable de la Confédération de Wawa. Marc Abouflan, est-ce que vous comprenez cette crise latente finalement au niveau du parti de Maître Agbouibon? Enfin, disons-le ainsi. Vous savez, au début de cette crise, moi j'avais dit qu'il fallait résoudre la crise en convoquant un congrès statutaire. Je pense aujourd'hui peut-être que les différents responsables de fédération au niveau du CAR, avec cette nouvelle sortie-là qu'on vient d'écouter, confirment un peu ce qu'on pensait au début. Parce que difficile aujourd'hui, en tout cas pour moi, de cerner les véritables tenants et aboutissants de cette crise. On a du mal à comprendre ce qui arrive réellement pour qu'au sein d'une même formation politique, ou en tout cas du gourou et de ces éléments qu'il a formés, qui est problème aujourd'hui. Maintenant, à l'époque, rappelez-vous, c'est M. Maître Agbouibon qui avait écrit le premier document appelant à ne pas aller à un congrès statutaire tant qu'il n'y aurait pas résolution de la crise. Si aujourd'hui, les différents responsables de fédération, parce que après tout, c'est eux qui doivent prendre la décision, s'ils sont 33 sur 36, aujourd'hui, à demander un congrès statutaire, je pense que et le président et les différents protagonistes de la crise doivent prendre la mesure, toute la mesure de la situation et convoquer très rapidement un congrès statutaire et statuer, parce que tant qu'on n'aura pas un congrès statutaire où les membres à la base pourront décider de qui va rester président, soit ils vont garder peut-être Maître Pévon dans sa tâche actuelle, ou rappeler l'ancien. Ça, c'est même si nous au vu des tests, Maître Dodi à Pévon a passé le temps
réglementaire à la tête du parti. Donc si on va à un congrès, c'est sûr qu'il ne sera plus président. Il ne sera plus président. Ben voilà, le congrès sera l'occasion d'avoir peut-être du nouveau ou de rappeler Maître Agboibo à la tête du parti, parce que vous savez, ce n'est pas moi qui le dis. Beaucoup de journaux ont dit déjà que cette crise émanait de la volonté de Maître Agboibo de revenir à la tête du parti. Forcément peut-être des procès d'intention ou des éléments avérés. Peut-être des éléments avérés, parce que quand moi j'analyse depuis le fameux retrait politique, de Maître Agboibo, quand j'analyse toutes ses sorties, quand j'analyse tout ce qu'il a fait, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui il a envie de revenir, parce que ce n'était pas un retrait comme un retrait à la Edem Kodjo ou à la Ninevi, mais c'était véritablement un retrait présence, parce qu'il était toujours là à travers des interviews par-ci, des sorties médiatiques par-là. On sentait en tout cas qu'au niveau du CAR, il était encore l'homme à tout faire, mettre à Pévon en état véritablement que sa marionnette. Lui, il était celui qui tenait les ficelles à un moment donné. Je pense même que c'est cette frustration-là au niveau du président actuel qui a été à la base de la crise. Maintenant, comme je le dis au début, je ne maîtrise pas tous les tenants, les aboutissants de cette crise, mais ce serait extrêmement bien qu'on aille rapidement à un congrès du CAR pour qu'on puisse statuer, parce que si on est opposition et qu'on se dit qu'on combat un pouvoir et à chaque fois on est en train de faire les querelles intestines, je me demande quand est-ce qu'on aura le temps de véritablement affronter le pouvoir pour proposer une stratégie idoine. Ildefonse Akpaki, cette crise finalement ne risque-t-elle pas de créer un dommage sérieux au CAR? Quand on écoute certains qui sont un peu proches de Maître Yaovi Agboibo, ce qu'on comprend, c'est que Maître Dodia Pévon a un goût aujourd'hui prononcé d'une certaine radicalité, donc un petit peu proche du courant de l'ANC. Est-ce que ce ne serait pas le vrai problème aussi de ce problème, je veux dire, de cette situation? Je crois que c'est un peu confus tout ce qui se passe là. Je n'arrive pas tellement à cerner le problème, mais allant dans la même direction que Marc, je dirais que l'erreur commise par Maître Apévon, c'est de n'avoir pas, dans les premiers moments, tué le père. Il a passé tout le temps à jouer au garçon de course, comme il a expliqué tout à l'heure. Même en état président. Oui, parce que ce semblant retrait de Maître Agboibo cachait quelque chose. J'ai encore à la mémoire sa dernière sortie sur la question du mandat présidentiel. Du mandat présidentiel. En tant que... Quand il faisait la proposition de permettre à Faure Gnassingbé de rempiler encore. Alors, il le faisait en tant que qui? Puisque, jusqu'à preuve du contraire, les textes disent que le président du CAR, légalement, c'est Maître Doji Apévon. Il y a ça. Il y a aussi le fait que la crise est partie quand moi j'ai fait la lecture de 3 correspondances de 3 cadres de ce parti. D'abord, la correspondance de Maître Agboibo, comme l'a dit tout à l'heure Eric, et puis celle de Maître Apévon, qui a essayé de mettre sur la place publique un certain nombre d'informations. Et puis, pour corroborer le tout, la correspondance de Dr James Amaglo. Alors, des trois correspondances, il y a 2 qui se rejoignent. Il y a la correspondance de Maître Apévon et du docteur James Amaglo qui se rejoignent et qui, aujourd'hui, indexent Maître Agboibo. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, j'ai la chair de poule quand je me rends compte que Maître Agboibo et Maître Apévon sont des hommes de droit. Oui, des compagnons de longue date. Et des compagnons... Non, mais moi, je voudrais parler en termes de droit pour dire que si éventuellement c'est un problème de congrès qui pose problème, ou bien qui est à la base de ce micmac, mais il faut se référer au texte. Référons-nous au texte. Qu'est-ce que les textes disent? Oui, ce matin, on a écouté Binafam, qui est membre également du CAR, qui disait que ce qui s'est passé samedi à Lomé, par rapport aux confédérations qui ont produit cette déclaration, était illégal par rapport aux tests du CAR, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire, que les tests disent clairement qu'avant même qu'ils ne se réunissent, il faut un conseil confédéral avec l'appui du bureau exécutif. Or, tout cela s'est passé sans ces étapes-là.
et que c'est illégal. Ça veut dire que le bras de fer est rigide finalement aujourd'hui entre les deux courants. Au-delà même de la rigidité des deux courants, est-ce que nous ne soyons pas tentés de dire que quelque part, il y a quelque chose qu'on nous cache? Oui, forcément. S'il y a une crise, ça veut dire que quelque part, la vérité doit être d'un camp. Jacques Diakouti. Moi, je crois que c'est une crise qui vous désole, vous aussi? Oui, vous savez, ce qui se passe au niveau du CAR, c'est comme la peste et le choléra. C'est-à-dire que finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut choisir. Est-ce qu'il faut choisir la peste ou bien le choléra? On ne sait pas. Bon, le moindre mal quand même. Hein. Bon, je crois que ce qui est important aujourd'hui, vous savez, il faut qu'on retienne une chose. Agbouebo n'a jamais quitté le CAR, au fait. Et Dodi Apevon n'a jamais aussi dirigé le CAR. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que les Togolais se mettent dans la tête. Agbouebo tirait les ficelles quand Apevon était président. Voilà la crise qui est née. Apevon avait toujours souhaité qu'ils aillent au Congrès. Et Agbouebo ne dit pas question. Il ne faut pas aller au Congrès, il faut une réunion. Non, mais Agbouebo n'a pas dit, il n'est pas question, mais il a proposé à ce qu'il y ait une réunion qui règle d'abord la crise avant qu'on aille au Congrès. Parce que quand il y a crise, on va au Congrès. Est-ce qu'on pourra avoir les esprits pour pouvoir débattre et discuter véritablement? Du moment où le mandat de Apevon était un mandat finissant. Oui. Non, c'est fini depuis. Voilà, je crois qu'il faudrait seulement aller à ce congrès et on allait régler les problèmes. Je crois que Maître Agbouebo a dû peut-être voir, en allant à ce congrès, peut-être le plan qu'il voulait dérouler, le plan n'allait pas marcher. Donc il fallait faire un peu dilatoire, mélanger les gens et au finish, on se retrouve et qu'on mette Apevon devant les faits accomplis. Et puis, vous voyez comment la réunion de la fois passée a été organisée. À l'absence d'Apevon. Apevon n'est pas au pays. Il semble qu'il est en voyage. Il est en voyage pour 2 semaines. Et on organise une réunion, une rencontre derrière le président. Ah, c'est pour lui faire un putsch finalement? Mais ça, il faut pas aller sur Jupiter pour savoir que, au fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'est ça. Vous voyez. Et puis, aujourd'hui, Binafam, vous avez cité le cas de Binafam. Binafam a été clair sur les tests. Avant qu'on ne convoque une telle rencontre, mais c'est le président de le faire. Maintenant, cette rencontre-là, qui a convoqué les fédérations, les 33 sur les 36, qui a convoqué ces fédérations-là? Et comment ils se sont déplacés? Donc, il faut voir tout ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que Maître Agbouebo, s'il veut revenir devant la scène, ce n'est pas un problème. Bon, si c'est un congrès, si le congrès reconnaît que Agbouebo est apte, Agbouebo peut diriger le CAR, mais pourquoi il se cache derrière pour tirer les ficelles? Ça n'a pas de sens. Vous êtes sûr que c'est lui qui se cache derrière? Non, mais écoutez, il ne faut pas aller chercher là, Eric. Nous tous, nous sommes dans ce pays, nous avons vu les actes que Agbouebo a posés. Qui a cité tout à l'heure des réformes, il y a beaucoup de choses, des interviews qu'il accordait de gauche à droite. Même en tant que président d'honneur, si vous voulez parler également au nom de votre parti, le président est là, il faut faire attention. Mais du moment où vous voulez surtout supplanter le président, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si le président ne travaille pas bien. Et c'est vous qui allez toujours devant la scène. Donc il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Moi je le répète une fois, si Agbouebo veut revenir au CAR, ce n'est pas un problème, il est militant du CAR. Il peut se présenter à un congrès, si les congressistes l'élisent comme président, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la fédération a demandé un congrès, donc et puis, il faut qu'on aille au congrès. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que dans les tests, il paraît que vous êtes élu un mandat, 4 ans, voilà, renouvelable, une seule fois. Donc, Maître Apevon est arrivé en 2004. Voilà, il nous rappelait à ce congrès-là. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi. La crise est où dans cette affaire-là? Où est la crise dans ça? Le monsieur, il est à la fin de son mandat. Mais les tests sont là. Organisez le congrès. Celui qui veut, et ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, mais s'ils sont des hommes, ils n'ont qu'à venir devant, on va voir. Mais il ne faut pas qu'ils restent dans l'ombre et tirer les... Sinon, c'est pas sérieux quand même. Oui, Ildefonse Pierre Marc. Oui, mais excusez-moi. Quand Jacques parlait tout à l'heure d'un retour probable de Maître Agbouebo aux affaires, moi, ça me choque un tout petit peu. Mais en même temps, il n'a pas dit Maître Agbouebo. Oui, il peut parler, il peut dire. Non, mais écoutez, mais il a bien expliqué. Et puis, la première correspondance dont je faisais allusion tout à l'heure, quand vous la lisez, cette correspondance, c'est Maître Agbouebo lui-même qui a écrit que certains membres sont venus le voir pour lui dire de revenir aux commandes.
Vous voyez. Mais moi, cette prise de parole, c'est juste pour dire que l'âge qu'a aujourd'hui Maître Agboibo, je suis sûr qu'à son âge... La santé physique. La santé physique. Je suis sûr qu'il doit penser à sa retraite politique. Si tant n'est pas le cas, alors qu'est-ce que vous faites de votre jeunesse? Le transfert des compétences, comment vous le faites au niveau de vos formations politiques? Togolaises surtout. Parce que à son âge, il n'a plus sa place là-bas. Il faut la relève. C'est ce que j'ai voulu ajouter. D'accord, oui, Marc. Oui, vous savez, tout à l'heure, on l'a dit. Vous savez, dans la première correspondance que Maître Agboibo a adressée au CAR, il se disait président fondateur du CAR, rappelez-vous. Et peut-être pour la petite histoire, peut-être que lui-même ne connaît pas très bien l'histoire du CAR, parce que le CAR n'est pas né dans un parti politique. Oui. Maître Agboibo, qui ne connaît pas l'histoire du CAR, mais parce que vous exagérez quand même. Hein. Le CAR est une association à la base, une association qui s'est muée en parti politique. Maintenant qu'ils nous disent qu'il est peut-être le président fondateur de l'association, encore on peut comprendre. Mais président fondateur d'une association qui s'est muée en parti, ça pose problème. Et c'est là, je veux dire, quelle est aujourd'hui la position de Maître Agboibo, c'est difficile à savoir. Parce que s'il dit qu'il y a des militants qui lui demandent de revenir à la tête du parti, lui, en tant que Maître Agboibo, quelle est sa position? Est-ce qu'il est d'accord avec ces militants qui demandent son retour? Ou est-ce qu'il a pris sa retraite pour de vrai? Ou est-ce qu'il a pris une trêve politique de 8 ans et qu'aujourd'hui, il veut revenir à la tête du parti? Donc, ce qui se passe au CAR, surtout l'attitude de Maître Agboibo dans ce dossier est nauséabonde, dans la mesure où, vous savez, la dernière fois, on parlait un peu de unir et on disait que ce n'était pas bien de ramener des retraités à la tête des institutions et ça. Mais quand on est de l'opposition et qu'on prend une retraite, Maître Agboibo, je ne sais pas l'âge qu'il a aujourd'hui, mais depuis qu'il a commencé la lutte politique dans ce pays, il doit avoir de l'âge. Et si à son âge, il n'a pas pu préparer une relève capable aujourd'hui de prendre les rênes du parti et de le diriger comme il faut, ça pose problème même sur sa personne. Parce que vous voulez dire que ça veut dire que c'est un échec pour lui, véritablement? Un véritable échec, parce que s'il n'a pas pu préparer des gens capables de le remplacer, je ne sais pas ce qu'il peut faire aujourd'hui. Si, de tout son parcours politique, il n'a pas pu le faire, est-ce que c'est aujourd'hui, s'il revient à la tête du CAR, qu'il pourra réellement proposer des solutions innovantes pour ce parti? Non. Je pense que s'il lui-même tient à ce que ce parti vive encore plus longtemps, parce qu'avec cette crise-là, on a l'impression que le quartier est en train d'aller vers le déclin. Oui, mais en même temps, les reproches que le camp d'en face, le camp face à Dodji Apevon est en train de faire, est-ce que c'est pas réel? Vous avez écouté la déclaration, ils ont comme l'impression que le comité d'action pour le renouveau CAR sous Apevon est en train de changer de ligne de conduite. Le CAR, c'est la discussion permanente, c'est le dialogue. Aujourd'hui, le CAR est dans le nonisme presque. Oui, mais tu sais, quand vous les écoutez à la rencontre, c'est l'image qu'ils envoient. Est-ce que c'est Maître Apevon qui est responsable de cette situation? Il était peut-être président, mais comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Idelphonse, il n'a pas tué le père comme il faudrait, parce qu'il s'est laissé longtemps manipuler. Vous savez, le CAR sous Maître Apevon a eu à participer à 2 échéances électorales. Et Apevon n'a pas eu l'opportunité d'exprimer son leadership à toutes ces 2 échéances-là. Il y a eu les législatives où le CAR est allé en tant que coalition, et ensuite, après, il y a eu la présidentielle où le CAR a prôné le boycott. Ça voudrait dire que sous Apevon, véritablement, le CAR n'a pas exprimé son leadership. Donc, Apevon n'est pas sorti véritablement pour aller sur le terrain pour montrer sa capacité à mobiliser. Si peut-être Maître Apevon était allé aux dernières élections, on aurait peut-être vu s'il aurait fait mieux ou pas que son mentor. Mais aujourd'hui, vous savez, Maître Agboibo, dans les coulisses, a tout fait justement pour que Apevon ne puisse pas s'exprimer en tant que leader de ce parti. Qu'est-ce qui a pu se passer entre ses amis d'hier pour qu'aujourd'hui il y ait un tel déchirement et qu'on arrive à penser que derrière, forcément, il doit y avoir Agboibo qui tire les ficelles? Non, je le disais presque dans l'abîme. Je le disais au début, c'est ça aussi. C'est parce qu'en réalité, il n'est pas parti comme il a dit. Et c'est ça aujourd'hui qui crée la discorde entre les 2 groupes. Oui, Jacques, et on passe à un autre sujet. Au fait, vous savez, Maître Agboibo est en train de gérer le CAR comme un chef du village.
Non, oui, carrément, c'est comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, le chef est là, il décide de qui peut être son notable, il décide de qui peut être son chami. Au fait, c'est ça. Vous voyez, donc, au fait, c'est comme ça que le CAR est géré aujourd'hui. Du moment où les gens ne savent pas que nous sommes au XXIe siècle et qu'on doit faire les choses dans les normes. Parce que le spectacle... Oui, mais on a assisté hier à Vaughan, mais c'est triste. Où Jean Kissy, beaucoup de gens l'ont rapporté. C'est incroyable. Non, mais j'ai vu qui courait comme un lapin. Oui, mais c'est pas sérieux. Qui courait comme un lapin. C'est pas normal. Un député, un élu du peuple. Mais justement, Kissy, la presse le classe proche de Maître Agbouiba. Alors, comment se fait-il que celui qui est proche de Maître Agbouiba aujourd'hui, il est allé dans le fief de Maître Apévon. Oui, donc même si on le classe proche de Agbouiba ou bien d'Apévon, le spectacle qu'on a vu là, c'est pas sérieux. Un élu du peuple, vous ne pouvez pas le traiter comme ça. La crise est profonde. Non, c'est pas sérieux ça. Ce qui se passe au cas, effectivement, c'est pourquoi il faut que Agbouiba n'a qu'à sortir de l'ombre. Hein? Il n'a qu'à parler. Il faut clarifier les choses. Soit il veut revenir, il ne veut pas revenir, soit il veut chasser, par exemple, à Pévon. Qu'il soit clair et puis bon, il règle la crise. Parce que vous voyez aujourd'hui, nos populations sont fatiguées. C'est en ça que la population ne se retrouve pas. Voilà des gens qui sont là, qui disent, bon, il faut les réformes, il faut qu'on aille aux élections. Voilà les gens qui n'ont pas accédé encore au pouvoir. Là, c'est vraiment un simple président d'un parti. On se déchire comme ça. Si demain, supposons que ces gens-là montent au pouvoir, mais l'autre peut rester encore dans l'ombre, tirer les ficelles pour dire non, tu as fait 2 mandats, je vais y aller aussi. Alors que ce n'est pas comme ça. Bon, donc il est important aujourd'hui. En même temps, ça ne peut pas être une raison pour qu'on bloque la voie à d'autres personnes d'accéder à la magistrature suprême. Hein. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que c'est comme ça que tu dois te faire, mais il est important que nous puissions apprendre des bonnes choses. Hein. Si nous voulons que l'autre puisse changer, c'est à nous aussi de démontrer ce que nous sommes. Agbouiba, c'est une grande personnalité. On a connu Agbouiba dans ce pays. Pourquoi Ninevi s'est retiré? On n'en parle pas aujourd'hui. Pourquoi Edem Kodjo ne s'immisce plus dans les affaires de la CPP et Ninevi au niveau de la CDPA? Mais ce qui veut dire qu'effectivement, ils sont partis. Ils ont laissé le parti. Donc aujourd'hui, il faut que quand même Agbouiba aussi laisse le parti. Et s'il veut revenir, je le dis une fois encore, le Congrès est là. Il peut poser sa candidature. Si les délégués pensent que Agbouiba peut faire mieux que Apévon, il n'y a pas de problème qu'il le fasse. En tout cas, ce qu'il y a lieu de noter aujourd'hui, c'est que 33 confédérations du CAR sur 36 ont demandé à Maître Dodji Apévon d'organiser un congrès extraordinaire dans les plus brefs délais pour solder tout cela. On verra la suite et nous reviendrons forcément pour commenter. D'ailleurs, tout au long de la semaine avec mes confrères, nous reviendrons sur ce sujet pour recueillir eux aussi leur analyse. Alors, on reste politique, on va parler de la question des réformes politiques. Le sujet est toujours sur le tapis depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs années, 10 ans maintenant qu'on parle des réformes, puisqu'il y a eu un accord politique global qui a été signé, on l'avait dit, depuis le 20 août 2006, donc le 20 août prochain, ça fera 10 ans plein. Et puis, il y a eu cette petite phrase de Florent Maganaoué qui reste toujours dans les esprits. Et nous savons que le HCRUN convoque les acteurs politiques et de la société civile à une rencontre de réflexion. Ça doit durer 2 jours, le mois prochain. Entre-temps, c'est Faure Gnassingbé lui-même qui prend la parole au détour de sa visite en Allemagne, où il se prononce clairement sur la question de la limitation de mandat et d'autres questions, rapport toujours à la politique en Afrique et un petit peu au Togo. On écoute Faure Gnassingbé. Nous n'avons pas la limitation des mandats, mais nous avons une réforme politique qui est programmée et prévue, au cours de laquelle nous allons débattre de ces questions-là. C'est pour ça que sur ce problème de limitation des mandats, je m'interroge plutôt. Le débat, l'interrogation qui est la mienne aujourd'hui, c'est de savoir si on peut appliquer la même règle à tous les pays ou pas. Est-ce qu'une seule règle unique peut convenir à tous les pays? Donc le débat est lancé. La deuxième chose, c'est de dire que est-ce que parce qu'il y a une limitation, le peuple doit rester muet? Je crois que les intentions sont louables quand on veut créer un débat pour changer la Constitution. Disons qu'en réalité, c'est un peu des enjeux de pouvoir. Mon souhait en tant qu'Africain, c'est que ce débat soit mené par nos intellectuels, les universitaires, et qui puissent nous donner des pistes de réflexion. Je pense que si on uniformise toutes les constitutions en disant que tout doit être limité à 2 mandats,
il y aura des problèmes ici ou là, parce que nous n'avons pas les mêmes situations, nous n'avons pas les mêmes histoires. Je pense aussi que si on supprime cette limitation, nous venons de quelque part. Nous venons d'une situation où on trouvait les règnes un peu trop longs, ou bien les présences un peu trop longues, et nous avons trouvé ce moyen de correction-là, qui a fait ses preuves dans certains cas, mais qui n'a pas permis d'éviter des crises dans d'autres cas. Donc c'est une question qui est difficile, et moi c'est avec toute humilité que je voudrais que les débats soient ouverts sans tabou et sans arrière-pensée. Ce qui est dangereux, c'est d'instrumentaliser cette question d'une manière ou d'une autre. Mais le débat ne peut pas être fait par nous, les politiques, parce que quelque part, nous sommes en même temps des acteurs. Je crois que l'Afrique aujourd'hui regorge d'intellectuels, d'universitaires, d'une société civile assez dynamique qui peuvent mener ce débat-là. Faure Gnassingbé, chez nos confrères de Deutsche Welle la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec Faure Gnassingbé sur cette question quand il dit qu'il veut que les intellectuels, les universitaires puissent réfléchir sur la question même de la limitation des mandats ou l'uniformisation des mandats présidentiels en Afrique? Et nous, on l'a quand même tropicalisé un petit peu vers chez nous au Togo. Est-ce que il ne sait pas, il s'est fatigué un petit peu de la discussion politique avec les politiques, ça ne donne rien, il faut tourner le débat ailleurs? Je crois bien que ce que M. Faure Gnassingbé a dit, et je l'ai écouté la dernière fois, relève de ce que moi je qualifie de gangstérisme politique. Comment ça? Et ce gangstérisme politique a permis maintenant de clarifier les choses, parce que dans un passé récent, on a dit que c'est l'opposition qui ne voulait pas des réformes. Vous avez compris? Et ça m'a permis également de faire un certain nombre d'observations. La première, c'est que chaque fois qu'il y a ces genres de sujets importants où le chef de l'État devait normalement se prononcer, on l'écoute à l'étranger. Ah oui, bon, enfin, ça c'est une communication. Ça, c'est des observations qui valent la peine. Parce que pour cette question de limitation de mandat présidentiel, le chef de l'État, on l'a écouté à Accra. Oui. Aujourd'hui, pour ces questions de réforme où il devait normalement donner son avis, c'est en Allemagne, avec les confrères de Deutsche Welle. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est que j'ai été frustré d'entendre que le chef de l'État togolais, c'est-à-dire que le chef même de la famille togolaise, dit que la présidentielle d'avril n'a pas été contestée par la communauté internationale, tout comme si c'est la communauté internationale qui a voté pour lui. Je n'ai pas compris. J'ai compris que le chef de l'État a du mépris pour son peuple. La deuxième observation. La troisième observation, c'est son interrogation. Il dit qu'il veut confier le travail aux universitaires et aux intellectuels. Je voudrais juste... Non, il a précisé, il faut terminer, oui, qu'il le dit sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Oui. Je voudrais rappeler au chef de l'État que en octobre 1992, le peuple s'est déjà prononcé. Et au sein même de ce peuple, il y avait les universitaires et les intellectuels. C'est d'ailleurs le plus grand plébiscite du Togo où son feu papa et toute sa formation politique ont demandé qu'on vote oui pour cette constitution qui pose aujourd'hui problème. La quatrième, c'est que le chef de l'État parle de tradition. Il a parlé de tradition. Mais en Afrique, et plus précisément dans les coutumes togolaises, la tradition, c'est le respect de la parole donnée. Et sur ce point, j'ai écouté le chef de l'État en 2009, toujours au sujet de ces réformes, sur les ondes de Radio Liberté FM. Il disait, je cite, écoutez-moi bien, « J'ai pris un engagement que je compte respecter. C'est de mettre en œuvre totalement, entièrement et de façon exhaustive l'APG que nous avons signé. J'en suis le garant et toutes les mesures qui ont été décidées seront mises en œuvre. Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010. » Fin de citation. Que valent les paroles sans les actes?
Et quand il parle de tradition, la tradition l'oblige aujourd'hui à respecter en tant que première autorité de ce pays. S'il ne le fait pas, quelle est cette nation qu'on est en train de bâtir? D'accord. Ça, c'est votre réaction par rapport à la sortie de Faure Gnassingbé. Jacques, je ne sais pas si vous partagez l'analyse de Ildefonse Akwaki sur le sujet, mais quand Faure Gnassingbé se tourne aujourd'hui carrément vers les universitaires, les intellectuels, c'est comme ça qu'il les a dit, il les a nommés, est-ce qu'il n'abandonne pas finalement les politiques dans le... Sincèrement, vous restez là-bas, je vais me tourner vers les universités et puis après, on reviendra vers vous de toute façon. Je ne crois pas. Et puis, je voudrais un peu revenir quand le confrère parlait de gangsterisme politique. Je ne sais pas si c'est la politique au fait qui est un gangster aussi, ou bien c'est l'auteur de ces propos qui est... Non, c'est la politique de gangsterisme qui a été appliquée. Ok, bon, mais tout compte fait, je sais que... on ne peut pas qualifier ça ainsi, parce que après tout, c'est notre président. Je n'ai pas insulté. Non, je dis, bon, c'est notre président qui a tenu, par exemple, ces propos. Donc, je crois que... revenons un peu sur la question. Vous voyez, prenez un peu l'environnement aujourd'hui. Vous prenez, par exemple, la Côte d'Ivoire, vous prenez le Burkina tout récemment, vous prenez le Bénin. Donc, parlant de ces constitutions-là, il y a toujours des commissions qui sont formées pour échanger sur ces constitutions. Et si aujourd'hui le président de la République parle des universitaires, je ne pense pas que les politiques soient écartées par rapport à ces discussions. Et déjà, l'atelier du Hachkroun qui s'annonce très bientôt, moi j'ose croire que on a associé déjà les politiques, parce que j'ai vu l'invitation adressée aux partis politiques qui en ont déjà fait cas. Et je ne pense pas que parlant de cette réforme constitutionnelle et institutionnelle, qu'on ne puisse pas quand même consulter les politiques avant de pouvoir engager ces réformes. Et l'autre aspect, ce qui est intéressant dans ça, c'est que du moment où toutes ces discussions auront lieu, les conclusions de cette discussion-là vont se rabattre, par exemple, à l'Assemblée nationale, pour que les députés puissent encore approfondir ces discussions. Et quand ces discussions-là, au niveau de l'Assemblée nationale, seront terminées, c'est une consultation populaire, et une consultation parlant du référendum, qui sera organisée pour que le peuple valide aujourd'hui la nouvelle constitution que nous aurons. Donc, je ne crois pas que, avec ce que la déclaration du président Faure Gnassingbé, que nous soyons, par exemple, inquiets de l'avenir de ces réformes. Je ne crois pas. Parce que tout compte fait, aujourd'hui, ce qui est important, je sais, lors de son discours à la nation, je crois que c'était en avril, il avait parlé d'une commission qui sera mise sur le pied pour échanger, pour discuter sur ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et c'est là, depuis là, on disait qu'il est important que... On a connu déjà la présidente de cette commission. Il faudrait maintenant que les autres membres de cette commission-là soient formés et que le travail s'engage. Si aujourd'hui il parle des universitaires, je ne pense pas qu'ils puissent quitter par exemple ce cadre-là pour aller former encore un autre cadre pour les discussions parlant de cette réforme constitutionnelle et institutionnelle. Alors, sur la question des Hachkroun, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure. Vous savez que les partis politiques naturellement ont été invités. Il y a eu quand même l'ANC qui a écrit à la présidente de Hachkroun, Madame Isabelle Amenganvi, disait que l'initiative de Hachkroun ressemble fort à un subterfuge visant, je cite, à aider le pouvoir en place à enterrer les réformes. Marc, sur la sortie de Faure Gnassingbé liée aux réformes politiques, quelle est votre analyse sur ce sujet? J'ai deux types d'analyse. D'abord, quand je prends la forme, je suis frustré. Frustré de savoir que pour une sortie aussi importante, et ça fait la deuxième fois, déjà sur la question de limitation de mandat, le président de la République avait effectué une sortie au Ghana. Et cette fois-ci, tu sais, avec tout le foisonnement. C'est là-bas que la question a été posée quand même. De journalistes et de médias qu'on a nommés. C'est là-bas que les journalistes l'ont interrogé au Ghana. Il a parlé. En Allemagne, c'est là-bas que les journalistes l'ont interrogé. Adresser des courriers à la présidence de la République pour avoir des interviews, nous ne l'avons jamais eu. Ça voudrait dire que peut-être il est plus important de s'adresser aujourd'hui à la Deutsche Welle qu'à nous qui travaillons au Togo. C'est là que je trouve ça un peu frustrant. Et dans la déclaration, Faure Gnassingbé dit que l'élection n'a pas été contestée parce que la communauté internationale n'en a pas parlé. Je trouve frustrant dans la mesure où, quoi qu'on peut dire, ce n'est pas la communauté internationale qui est plus importante aujourd'hui. Faure Gnassingbé fait comme si, dans cette interview, la communauté internationale est finalement plus importante que nous,
les Togolais qui l'avons porté à plus de 70%. Vous savez qu'elle donne aussi son onction et la plupart du temps, vous vous basez aussi là-dessus pour analyser. Mais au-delà maintenant, pour revenir sur le fond, moi je fais une analyse sans parti pris et je dis que sur la question de limitation de mandat présidentiel, quant à ce qu'il en est des réformes, Faure Gnassingbé a été clair, on ne peut pas y lire autre chose. La limitation de mandat, en tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui. Dans la mesure où, quand on avait mis en place d'abord les politiques qui ont discuté pour accoucher le dialogue politique intertogolais, pour accoucher l'accord politique global. Après l'accord politique global, on a eu plusieurs autres cas de discussion, les différents CPDC et tout. Après les CPDC, on est même allé à l'accord IFC-RPT, on est allé à Togo Télécom, on a eu l'accord RPT-UFC. On a mis en place la CVJR qui était composée d'éminents intellectuels de la nation. Ces personnes-là ont fait une recommandation claire, c'est-à-dire aujourd'hui sur la question des réformes. Il y a deux choses évidentes, on n'a pas besoin de discuter de cela. Ça, on peut y aller aujourd'hui avant de revenir aux discussions. Vous voulez dire que les universitaires, les intellectuels dont parle Faure Gnassingbé, ils ont déjà réfléchi. Ils ont déjà travaillé à plusieurs reprises sur la question et les résultats sont toujours le même à tous les niveaux. C'est que sur la question de limitation de mandat présidentiel, il faut limiter à 2. Et sur la question du mode de scrutin, il faudrait avoir un scrutin à 2 tours. Je ne sais pas quelle réflexion encore il faudra que des intellectuels fassent pour qu'on puisse intégrer... en tout cas, ces 2 questions aujourd'hui dans les réformes. Maintenant, s'il faut réfléchir, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il s'agit d'une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on crée des commissions, qu'on met en place des stratégies pour ne pas avoir à faire les réformes. Et c'est là que j'accuse aussi Maître Améganvi et son clan qui aujourd'hui refusent de participer au HCON, d'avoir laissé le boulevard aujourd'hui. Vous savez, en 2014, quand le gouvernement, et puis après le groupe parlementaire, ANC a dit à l'époque, avait proposé la proposition de réforme où il était essayé de limiter le mandat, l'ANC aurait pu peut-être à l'époque mettre un peu d'eau dans son vin et aujourd'hui on aurait eu les réformes parce qu'encore en 2014, Faure Gnassingbé était acculé par sa communauté internationale pour faire les réformes avant les élections de 2015. À cette époque, tout le monde, il n'y avait personne qui voulait faire... un peu de consensus qui voulait donner un peu à l'autre pour qu'on arrive aux réformes. Tout le monde était resté rigide sur sa position à l'époque, mais aujourd'hui, vous savez, après les élections de 2015... Mais en même temps, quelle eau on peut encore mettre dans un vin qui s'appelle « Limitons le mandat à 2 ». Faisons un scrutin à 2 tours. Quelle eau peut-on encore mettre dans ce vin? On aurait pu s'entendre à l'époque pour laisser Faure rempiler, comme on le dit, parce que la question même, c'était ça. Aujourd'hui, on a empêché Faure de rempiler, mais il rempile quand même. On a voulu empêcher Faure à travers ces réformes de rempiler, mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, il rempile quand même. Ce qui voudrait dire que si, à l'époque, on s'était entendu, peut-être sur la proposition de Maître Agbo-Ibor, qui aurait permis à Faure de ne faire qu'un mandat, on aurait eu les réformes. Peut-être on serait dans l'espoir que voilà, Faure Gnassingbé va quitter bientôt. Mais aujourd'hui quand même, il sait qu'il est dans une position de force. Il sait que rien aujourd'hui ne le contraint à faire les réformes. Il a le pouvoir encore pour 5, 10, 20 ans et il fait tout pour le garder. Bien, je vous donnerai la parole à Ildefonse Akwaki, mais nous allons observer une pause publicitaire. Juste après, on va revenir sur le sujet. Radio Fréquence est rosée. Van la mi santalanwa, musique wa, van va me barwa, pauro wende. 103.9. La radio que les autres radios écoutent. Vous voulez encore plus de foot? Impeccable. Les grandes coupes arrivent sur les bouquets Canal+. Dès le 3 juin, retrouvez 100% de l'UEFA Euro 2016 et de la Copa América en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. 83 matchs en direct et commentés par les meilleurs experts. Des émissions 100% dédiées et les plus grandes stars du foot pour refaire les matchs jusqu'au bout de la nuit. C'est la fête du foot sur les chaînes Canal+ Sport. Dépêchez-vous, en ce moment, le décodeur est au prix exceptionnel de 10 000 francs à partir de la formule Évasion Plus. Et la parabole est offerte. Voir tarifs et conditions sur votre distributeur agréé. Oui, Ildefonse. Je voudrais revenir un tout petit peu sur les propos du confrère Florent. Oui, Marc. Et lorsqu'il disait qu'on devait laisser, que l'ANC devait mettre un peu d'eau dans le vin. Vous savez que, et le chef de l'État, et tous les membres de UNIR, principalement les praticiens du droit,
ils savent très bien que en face d'une loi générale, lorsque vous la votez, elle est d'application immédiate. Les lois on a fait ce débat en son temps. Constitutionnelles sont ainsi. Mais quand on demande, quand on dit, on a dit haut, ce que les gens pensaient bas et qui était vrai, mais si M. Faure et son parti UNIR faisaient les réformes en 2014, la loi entrerait immédiatement en application. C'est comme ça a été fait en 2002, où Eyadema, feu le général Eyadema, qui a été élu sur la base de la Constitution de 92, était présent en 93, en 98, et ne devait pas se présenter en 2003. Et quand on a modifié la Constitution en 2002, Eyadema s'est présenté. C'est la loi générale, c'est comme ça, elle s'applique. On n'a pas dit, mais c'est comme ça. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, toujours étant frustré des propos du chef de l'État, vous savez que le Togo a adhéré à la charte africaine de la démocratie qui prône le principe de l'alternance par la limitation des mandats. Qu'est-ce que tout cela fait aujourd'hui? Quand vous allez signer les accords et vous ne les appliquez pas. Et puis parlant de Ashkrun, vous savez, d'abord. On va aller rapidement parce que c'est juste un mot que je voulais que vous placiez. Justement. Il y a un sujet qui est aussi important. Je voulais dire que la fuite en avant dont parlait tout à l'heure Florent, Marc, l'on l'a constaté en novembre 2014 lorsque l'ADI, l'ANC et puis le CAR avaient introduit une proposition de loi. Puisqu'il y avait déjà eu cette scène piteuse du 30 juin 2014, mais quelle n'a pas été notre surprise que, tout juste, après le dépôt, le chef de l'État annonce la création du Ashkrun. Ça coupait de l'herbe. Vous voyez? Sous le pied. Et aujourd'hui, au même moment où le Ashkrun rassemble les gens, le chef de l'État parle encore des universitaires. C'est quoi tout ce flou-là? D'accord. Oui, Jacques. Non, je crois que c'est en ça quand même qu'il faut féliciter Maganawe. Parce que pour avoir eu le courage de dire la vérité. Non, au moins Maganawe, le ministre au moins Maganawe, vous savez, il avait une démangeaison en public. Il a dit finalement, il a dû se gratter. Vous savez, tout le monde avait cette démangeaison, mais qui allait le premier se gratter? Donc lui, il a eu cette ingéniosité, ce courage de pouvoir se gratter. Je crois qu'il faut quand même le féliciter. Parce qu'il a dit ce que tout le monde ne voudrait ou ne voulait pas dire. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, vous savez, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il faut qu'on aille à ces réformes, mais il est important également aujourd'hui, on ne peut pas également exclure ces négociations-là. Quand on veut, vous savez, quand vous êtes dans une bataille ou vous êtes dans une guerre, on finit toujours par s'asseoir et discuter, trouver des solutions. Donc aujourd'hui, si le Ashkrun veut rencontrer les acteurs politiques, la société civile et les médias pour échanger sur cette question des réformes. Il est important. Il est important que tout le monde s'associe. Je ne vois pas pourquoi l'ANC aujourd'hui pose encore des conditions et trébuche encore de ne pas vouloir aller à cette rencontre-là. Je crois qu'il faut que l'ANC aille. Parce que l'histoire de notre pays, la roue de l'histoire tourne tout le temps. Demain, par exemple, s'il y a encore un problème au niveau de ces réformes, on va mettre toujours le problème là sur l'ANC parce qu'on dira, bon, le Ashkrun a invité et vous n'êtes pas allé. Donc aujourd'hui, il faut que chacun mette une fois encore, bon, tu avais dit qu'on a tellement assez mis l'eau dans le vin et finalement on ne retrouve plus le vin, mais il est important qu'on mette quand même. Nous savons qu'il y a un vin, mais il faut continuer de ne pas mettre l'eau dans ce vin-là. Très bien. Messieurs, merci beaucoup sur la question liée aux réformes politiques. On pourra relancer le débat à tout moment. D'ailleurs, on est encore au début de semaine. On va maintenant parler du système de santé au Togo, notre système de santé. La semaine dernière, vendredi, le ministre Moustapha Midiawa était devant le Parlement où il a exposé son projet sur
cette privatisation du système sanitaire au Togo, bon, en même temps, il n'est pas d'accord quand on parle de la privatisation, mais c'est la réalité. Et ce même vendredi, notre confrère L'Alternative a sorti une réaction du directeur général du CHU Sylvanus Olympio qui, pour lui, le vrai problème, puisqu'il y en a beaucoup, au niveau du CHU Sylvanus Olympio, c'est les agents. Il parle des agents et des professeurs qui sont les responsables des différents services. Alors, pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport à tout ce qu'il a dit, M. Adam, je nous propose de suivre ce papier de Samiro Orosama. Le directeur général du CHU Sylvanus Olympio n'est pas allé par 4 chemins pour partager le constat fait par les patients d'innombrables dysfonctionnements qui ont cours dans son établissement, des mots qu'il impute aux mentalités de ses agents. Il parle de nombreux cas de vol de consommables et de détournement de matériel par les agents, illustrés par d'importantes différences notées des fois entre la quantité de produits déclarés à l'acquisition et celle utilisée finalement. Une différence de 2 millions de valeurs de produits constatés par exemple suite à un contrôle entre la pharmacie et le service d'anesthésie. Il est clair sur des agents qui créent souvent pour des intérêts personnels des pénuries artificielles de produits en dirigeant les patients vers des cliniques privées. Le colonel Adam Ouyaokpao a ensuite décrié la mauvaise organisation des chefs jusqu'au dernier agent dans presque tous les services. Il dénonce notamment des absences répétées des infirmiers à la pédiatrie, l'administration des traitements inadéquats qui causent la mort d'enfants, le laxisme à la maternité qui fait traîner des femmes par terre ou encore des opérations privées clandestines à la chirurgie. Il m'arrive par exemple, avant de signer une commande d'achat de gants stériles, de me poser des questions, de savoir où cela passe. Parce qu'au même moment que moi j'achète des gants, les médecins prescrivent encore aux patients les gants. Les gants que moi j'achète passent où finalement ? Parfois, le chirurgien déclare un pansement juste avant d'accéder à la salle opératoire. Mais en réalité, il y va avec un patient pour l'opérer d'une appendicite dont il fixe lui-même le coût et empoche l'argent. À tout cela s'ajoutent les détournements et l'absentéisme dont font preuve les chefs services qui sont pour la plupart des professeurs. Le DG du CHU Sylvanus Olympio évoque explicitement les détournements de malades, d'agents et de matériel qui se retrouvent par moments dans leur clinique privée. Il ne passe pas sous silence le cas du scanner pour lequel des dizaines de millions sont déboursés chaque année pour sa réparation sans qu'il ne réponde vraiment jusqu'alors. Aujourd'hui, dit-il, la nouvelle mesure sécuritaire mise en place portant objet de discorde entre la direction et le personnel a permis la saisie des médicaments et autres auprès de certains agents. Les gens font des prêts dans les banques, vont travailler dans le privé pour les rembourser, pour venir se reposer au CHU, sachant qu'ici, le salaire est garanti. Si j'avais la possibilité de renvoyer des gens ici, je commencerais par les professeurs. Mais hélas, je n'ai pas cette possibilité. Il en ressort de tous ces propos du directeur l'absence de conscience professionnelle, de devoir, de respect du bien public de la plupart des agents de santé. Une sortie qui ne laissera pas insensible le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. On attend justement la réaction du SYNFOT sur cette sortie du colonel Uyao. Adam, comment est-ce que vous réagissez par rapport à tout ça, Ildefonse Akwaki? C'est vrai qu'apparemment, il est en train de frapper là où il doit faire très mal. Il s'attaque aux agents et aux professeurs qui sont les chefs de service. Vous savez que je peux vous surprendre en disant que quand on dit que ça ne va pas quelque part, là où il y a peut-être un regroupement de personnes, et qu'on a quelqu'un à la tête de ce regroupement-là, la première personne à être fautive, c'est le premier responsable. Vous voulez dire qu'en réalité, c'est le DG qui est le responsable de tout ça? Oui, autrement dit, il est venu, ça fait combien de temps? Plus d'un an? Plus d'un an quand même. Combien de temps? Plus d'un an. Il n'a pas eu le temps, depuis qu'il est arrivé, de mener ses investigations pour relever en son temps tout ce qui est mis maintenant sur la place publique. Vous savez que depuis un moment, on a dit que le CHU, qui est le centre de référence, est en agonie. Pendant qu'il était là quand il y a eu même les grèves des agents qui sont sous
son autorité. Est-ce que depuis tout ce temps-là, il n'a pas eu l'amabilité de faire le diagnostic vrai pour freiner ce qu'il dénonce aujourd'hui? Mais dans la dénonciation... Vous voulez dire que c'est trop facile de sa part d'évoquer ces sujets aujourd'hui et qu'il pouvait agir en amont? Mais je crois que son prédécesseur a eu le temps de lui dire un certain nombre de choses quand il passait le témoin. Et en tant que responsable, quand tu arrives dans une structure, on doit te faire le point. Tu dois demander qu'on te fasse le point. Tu dois demander à connaître la maison. Oui, c'est lors de la passation de service habituellement, ça se fait. Et après, tu demandes qu'on te fasse l'état des lieux. Et tu essaies de mettre toi-même sur pied une équipe pour faire un bon travail et te rendre compte des réalités. Maintenant, dans sa dénonciation, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il parlait du scanner. Du scanner que la BIDC avait. Mais moi, ça m'a fait sourire parce que jusqu'à ce que l'inauguration ou bien ce scanner-là n'arrive au CHU, mais le scanner est toujours en panne. Même avant son utilisation. Oui, il a reconnu. Non, mais je dis... il a dit. Je dis avant même qu'on l'envoie. Avant même. Lui, il a parlé de surutilisation. J'ai eu le temps de parcourir ce qu'il a dit. Mais il faut que le truc marche d'abord avant qu'on ne l'utilise à excès. Alors il faut qu'il revoie sa copie. Jacques. Bon, je crois que c'est vrai, on l'a toujours dit que la situation de nos hôpitaux au Togo, ça reste à désirer. Ce n'est pas seulement à Lomé. Parcourir un peu nos CHR jusqu'au nord, c'est des problèmes. Et puis ce qui m'intrigue dans ça, j'ai suivi un peu le ministre de la Santé la fois passée au niveau de l'Assemblée nationale, qui parlait sous forme de un partenariat entre les personnes qui doivent gérer les hôpitaux et puis l'État. Et il disait non, que les gens accusent déjà l'État de vouloir gagner assez d'argent par rapport à ce partenariat-là. Mais je dis, mais l'État peut faire mieux. L'État peut gérer nos hôpitaux. On n'a pas besoin aujourd'hui de privatiser ces hôpitaux. Vous dites que c'est presque une démission de l'État. Mais prenez le cas par exemple de Biassa. Une clinique Biassa. Biassa fait un prêt de 3 milliards pour construire ce que nous avons aujourd'hui. Mais est-ce que l'État ne peut pas trouver 3 milliards pour reconstruire Sylvanus Olympio ou bien le CHU Campus? Mais quand même, l'État peut le faire. Quand vous prenez les scanners aujourd'hui. Si vous n'allez pas à la clinique Hôtel des Lits, si vous n'allez pas, par exemple, à la clinique Biassa, vous ne pouvez pas faire les scanners. Mais qu'est-ce que les privés là ont et que l'État n'en a pas? Est-ce que l'État ne peut pas acheter ces scanners-là? Les privés qui sont finalement plus puissants mais c'est ce que je que vous l'État. dit. Et aujourd'hui, le ministre parle encore que non. Est-ce que c'est une question de gestion maintenant? Mais quand on cède à un privé, comme il a des obligations, il est tenu de bien gérer. De toi à moi, est-ce que l'État n'a pas aujourd'hui le pouvoir de gérer ces hôpitaux-là d'une façon rigoureuse et que c'est les privés qui doivent le faire? Mais il faut que l'État mette des personnes à la place qui peuvent gérer les hôpitaux. Mais quand vous prenez par exemple les scanners, que ce soit au niveau du CHU Campus ou bien au niveau du CHU Sylvanus Olympio, allez voir comment cela se gère. On gère ça comme si un poulailler. Le paysan peut rentrer, il prend le coq qu'il veut, ou bien la poule qu'il veut, et puis il s'en va. Non, mais ça ne peut pas être comme ça. Il est important aujourd'hui, moi je le dis une fois encore, c'est comme si l'État veut démissionner au niveau des hôpitaux. Il faut qu'on soit clair. Je ne peux pas imaginer qu'un privé puisse faire un prêt de 3 milliards pour construire ce que nous avons aujourd'hui au niveau de Bias et que l'État ne puisse pas trouver ces 3 milliards-là pour construire par exemple le CH Sylvanus Olympio et le campus pour que nos populations aillent se soigner. Et vous prenez par exemple, je parlais des CHR un peu au niveau de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quand quelqu'un est accidenté, qu'est-ce qu'on fait? On transporte cette personne-là, soit la clinique Hôtel des Lits, ou soit Biassa pour faire le scanner. Et vous trouvez ça normal?
Non, il faut que l'État fasse quelque chose. Oui, mais cette sortie du colonel Adom vient aussi en appui au ministre qui justifie à peu près la sortie devant les députés. Oui, que voilà, il n'y a pas les moyens. Non, Eric, il y a des agents qui... Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas les moyens. Ça, il faut qu'on soit sincère. Si on dit qu'il n'y a pas les moyens, ça, c'est une insulte à nos populations. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas les moyens. J'ai donné ici l'exemple d'un privé qui a fait un prêt de 3 milliards pour construire Biassa. Est-ce que l'État ne peut pas avoir 3 milliards pour construire, Eric? Non, l'État ne s'endette pas. Si aujourd'hui l'État fait un prêt quelque part dans une banque pour construire, mais l'État, quelqu'un ne peut jamais arrêter l'État que parce que l'État me doit. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un arrêter l'État? Non, il faut qu'on soit sincère. Oui, Marc Abouflan. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du CHU Sylvanus Olympio est symptomatique du dysfonctionnement même de la société togolaise. C'est l'exemple type du dysfonctionnement même de la société togolaise. Quand vous prenez plus d'une vingtaine à une trentaine d'années à construire une société, pas sur la base de la méritocratie, mais sur la base des connaissances de l'à peu près, c'est ce qui arrive. Vous savez, les gens ont transformé cet hôpital de référence-là en un mouroir. Aujourd'hui, le ministre en parle, le directeur en parle, comme si c'est à nous, finalement, à qui il parle de leur régler le problème qu'eux posent. J'ai l'impression que le ministre, professeur de son État, a fait un bon diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui, qui est la question de gestion. Aujourd'hui, moi j'ai commencé par entendre parler de cette contractualisation depuis la fin de l'année 2015. On avait même consacré un dossier sur ça à Élite d'Afrique. Aujourd'hui, est-ce que ça a évolué? On ne nous dit pas où on en est. On nous a dit à l'époque que déjà en mars, tous les tests, tout ce qui devait être écrit de manière juridique devrait être fini. Pourquoi on passe? Parce que si aujourd'hui, on estime que c'est la contractualisation qui peut régler véritablement le problème du CHU, il faut y aller au plus vite parce que le temps qu'on parle, le temps qu'on mène les débats, le temps qu'on discute, il y a les populations qui souffrent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller. Si, mais là, le ministre parle de la contractualisation. Bon, d'autres préfèrent parler de la privatisation du système. C'est une privatisation qui n'a pas son nom. Non, c'est la même chose. Ils sont en train de jouer seulement sur les mots. Maintenant, le directeur du CHU, lui, il indexe les professeurs qui interviennent. Il indexe ses agents. Il les accuse de voler les produits régulièrement au CHU. Alors, quand on contractualise... Quand on contractualise, alors ceux qui vont, les repreneurs, ils travailleront avec quel agent? Avec quel professeur? On va changer les personnes. Non, ce sera à eux de déterminer. Je pense qu'on va garder le même personnel. Mais c'est là aussi que c'est décevant. Que quelqu'un de la trempe du colonel Adom Yahok dise qu'il y a des voleurs et qu'il n'arrive à rien faire. C'est inquiétant. C'est aussi ça. Quand vous recrutez quelqu'un dans une structure, vous savez, au CHU, il y a beaucoup de personnes qui sont recrutées pas parce qu'ils méritent ce poste-là, pas sur la base d'un concours réel de la fonction publique, mais parce qu'ils connaissent tel ou parce qu'ils connaissent tel. Et ces personnes-là, vous voyez, nous sommes dans un système aussi quand des gens qui ont des liens avec la minorité, dont a parlé le chef de l'État lui-même, ils sont difficiles à toucher, finalement. Et c'est ce qui se passe. Et maintenant, quand on met un militaire de la trempe du colonel Adom qui se contente de parler, moi je dis qu'on a un problème. Parce que si on se contente de parler, le confrère alternatif vous nous révélait vendredi qu'il a mis en place un système de fouilles à la sortie du CHU qui a permis quand même de prendre quelques produits. Non, et je crois que... ce que je dis là, c'est que pendant que nous on parle, pendant qu'on met en place... Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas... vous savez, il y a des dizaines de milliers de Togolais qui tombent malades chaque jour et qui n'ont d'autre solution que le CHU Sylvanus Olympio. Et pendant qu'on fait tout ça, là, pendant qu'on fait un débat autour de s'il faut privatiser ou pas, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là qui n'ont d'autre solution que d'aller au CHU Sylvanus Olympio? Non, le problème c'est que... Le problème, Jacques, et puis c'est simple. Le problème c'est que les gens ne se soignent pas là-bas. C'est tout le problème. Alors, autant fermer et réorganiser. Non, ce que je voulais dire... C'est pas mieux? Non, si les gens se soignaient là-bas comme nous, depuis là, on allait trouver une solution. Non, ça, il faut qu'on soit clair. Si les gens allaient comme toi et moi, Eric, au CHU Sylvanus Olympio ou bien au CHU Campus, les choses allaient évoluer. C'est parce que les gens... on se rappelle d'un Premier ministre qui avait parlé dans ce pays. Vous vous rappelez? Oui, donc ce qui veut dire que les gens ne se mettent pas dans la peau des citoyens lambda. C'est-à-dire qu'un citoyen qui a par exemple 100 francs qui peut aller à l'hôpital, les gens ne se mettent pas dans la peau de ces personnes. Quelqu'un qui est là, qui ne peut même pas s'acheter paracétamol. Vous voyez? Et bon, on laisse les gens sont là. J'assure qu'il y a des gens dans ce pays qui ne savent même pas ce qu'on appelle une radio ou bien un scanner, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller là-bas.
Donc, ceux qui ont les moyens, ils prennent leurs avions, ils vont se soigner ailleurs. On le laisse. Donc, je crois que si les gens là se mettaient dans la peau des populations que nous sommes, je ne pense pas qu'on serait la réaction serait autrement. Non, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui pour parler de privatisation. Je ne crois pas. Comment les privés font pour réussir et que l'État ne peut pas réussir? Mais il faut aller se poser la question. Et que ce soit encore un militaire, un corps habillé, qui vient dire des choses, faire des révélations. Mais où est-ce qu'il a laissé ses galons? La formation qu'il a fait en tant que militaire, et il exerce ça où? Est-ce que c'est sur les seringues qu'il exerce son droit? Non. Vous terminez. Vous savez que la rénovation même du CHU n'est pas une priorité pour le gouvernement. Donc, comment est-ce que vous pouvez affirmer ça? Je le dis parce que Jacques a parlé tout à l'heure d'un ancien Premier ministre. Je parle, et moi je nomme Atem Aoumezouni, qui a dit, quand les syndiqués de STT faisaient grève, que mais écoutez, mais vous pouvez faire grève parce que nous on ne se soigne pas là, on se soigne à l'étranger. Et dans mes investigations, j'ai cru entendre la même phrase de la part de Fogan Adegno, qui est l'un des grands, c'est-à-dire composant le conseil d'administration du CHU, qui avait convoqué à l'époque des médecins qu'il a bien chahuté. Mais en tout cas, on les renvoyait, il dit, en tout cas, nous, on ne se soigne pas là. Les gens vont mourir. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas la priorité. Si cela était la priorité, si la vie des Togolais était très importante au gouvernement togolais, je suis sûr, et je ne suis pas contre ceux qui l'ont fait, débloquer des milliards pour un aérogare en laissant un centre de santé. Vous savez, j'ai mal des fois. Il n'y a pas que... J'ai mal des fois. Centre de santé, il y a aussi... Non, Eric, ça, il faut qu'on soit sérieux. Hein. Ah ça, oui? Oui, il faut les centres de santé. C'est important, au moins ça d'abord. Non, mais ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu dire, vous voulez que les gens soient en bonne forme, en vie, pour venir voter pour vous. Et vous ne voulez pas les soigner. Idelphonse Akpaki, le confrère du journal La Gazette du Togo, merci beaucoup. Le site en ligne, on peut visiter votre site www.lagazettedutogo.com. Très bien. Et puis le site eliteafrique.com de Marc Abouflan. Merci beaucoup Marc. Merci Jacques Dagouti. Merci Eric. Jacques Dagouti, notre éditorialiste. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Erigator. Demain, mardi, si Dieu nous prête vie, on sera ensemble pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.